Voilà, donc j'ai découvert le rapport Nîmes au moment de la consultation par la médiatrice de l'Union européenne, et c'était en 2018 sur l'emploi des langues au sein des institutions, organes et organismes de l'Union européenne. Donc, en fait, il y a eu un changement de nom, c'est assez bizarre, pour la même organisation, entre le début et la fin. Donc, l'emploi des langues, ça s'est transformé petit à petit en multilinguisme. Mais bon, c'est pas sûr que ça a été davantage utilisé. Donc, c'était une consultation qui a eu lieu en 2018 avec, disons, des questionnaires diffusés dans toutes les langues officielles de l'Union européenne, donc à peu près à la même époque que le rapport Nîmes. Et il y avait un certain nombre de documents qui étaient disponibles pour ceux qui voulaient répondre à cette consultation. Donc, vous voyez normalement ici sur l'écran un certain nombre de numéros, et en fait, c'est pratiquement tout des textes juridiques. Donc, on a le droit de faire ceci, on doit faire cela, donc le règlement, c'est le règlement, et en fait, il n'y a pas beaucoup à penser. Et pour penser, il y avait juste une seule référence, celle qui est marquée en plus large, donc je ne sais pas si on voit mon traceur de souris comme ceci, qui était la stratégie européenne pour le multilinguisme, les bénéfices et les coûts. Donc, c'est là où on pouvait penser, il y avait des renseignements intéressants, des politiques possibles, et donc j'ai eu envie d'en savoir plus. Malheureusement, c'était uniquement en anglais, donc ce qui fait que la Grande-Bretagne n'était pas encore tout à fait sortie de l'Union européenne, donc ça pouvait encore intéresser les Britanniques, mais quelques mois ou années après, donc la grosse majorité des habitants de l'Union européenne avaient du mal à comprendre de quoi il s'agissait. Donc, j'ai essayé de le traduire pour qu'on puisse, enfin, au moins qu'il y ait quelques dizaines de millions de francophones qui puissent savoir de quoi il s'agissait. Mais donc, pour moi, ça me paraît quand même à la fois intéressant et dommage que les renseignements, pour que les gens puissent donner leur opinion, c'est uniquement des règlements et il y a juste une toute petite référence, enfin, elle est importante, il y a plusieurs dizaines de pages, mais une seule référence qui contient de quoi penser et donc de quoi préparer son opinion, de quoi se forger une opinion, mais qui est uniquement en anglais. Alors, ce document en question, donc qui a été rédigé essentiellement par Michele Gazzola, porte sur la stratégie européenne pour le multilinguisme, les bénéfices et les coûts. Donc, en haut, vous voyez un jeune garçon qui est en train d'étudier, donc très, très intensément. Mais il n'est qu'en anglais. Alors, après, il y a eu un rapport de fait sur cette consultation publique. Et ce qui est affligeant, c'est qu'il y a eu 286 réponses en tout pour plus de 500 millions d'habitants de l'Union européenne, donc environ une réponse pour 2 millions de personnes. Il n'y a pas eu de réponse en estonien, pas de réponse en letton, pas de réponse en lituanien, pas de réponse en maltais, pas de réponse en slovène. En d'autres termes, les traducteurs ont travaillé pour rien et ils n'ont même pas jugé utile de répondre par eux-mêmes ou de faire répondre leur famille. Donc, les traducteurs ont dû considérer que ça n'avait aucun intérêt pour le futur. Et pour la petite histoire, donc dans cette consultation de la médiatrice européenne, parmi les réponses qui souhaitaient une langue commune pour les échanges entre l'administration et les administrés, les 9/10 souhaitaient l'espéranto. Bon, ça ne veut pas dire que les 9/10 des 500 millions d'habitants de l'Union européenne souhaitent l'espéranto, mais ça veut dire que vraiment, il n'y a pas eu grand monde qui s'est mobilisé pour répondre à cette consultation. Alors, dans ce document, il est question des connaissances linguistiques qui sont toujours difficiles à estimer, et il n'est fait référence qu'aux enquêtes Eurobaromètre, qui sont des enquêtes, si on peut dire, de déclaration. Donc, on demande aux citoyens européens, est-ce que vous êtes capable de tenir une conversation dans au moins 2 langues autres que votre langue maternelle? Parce que l'objectif officiel de l'Union européenne, c'est 2 langues autres que la langue maternelle. Donc, on voit que ça ne progresse pas beaucoup. Donc, que ce soit l'Union européenne à 15, à 25, à 27, ça tourne toujours à peu près autour de 1/4 des Européens qui sont capables de parler 2 langues autres que leur langue maternelle. Et encore, là-dedans, il faut compter, par exemple, les Espagnols qui sont capables de parler le catalan. Il faut compter aussi les Estoniens qui sont capables de parler russe.
Donc, pour ce qui est de comprendre les autres langues de l'Union européenne, ça ne fait pas beaucoup. Et donc, on considère qu'il y a à peu près 7%, enfin c'était en 2012, il n'y a pas eu d'enquête depuis, seulement 7% des citoyens de l'Union européenne qui déclarent une capacité à parler l'anglais comme langue étrangère à un très bon niveau. Même les niveaux intermédiaires et élémentaires ne sont pas très nombreux, et donc il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de parler l'anglais, ni de le comprendre. Et donc on a toujours dans ce rapport disons, de 2018, il était question aussi du taux d'exclusion des gens par rapport à la langue. Donc on peut parler de taux d'exclusion absolu. C'est pour le taux de personnes qui ne parlent aucune langue officielle. Par exemple, imaginez par exemple en France actuellement quelqu'un qui ne parle pas français, donc il serait exclu complètement de la vie sociale. Mais il peut y avoir aussi des taux d'exclusion relative, c'est-à-dire des gens qui ne parlent pas la langue officielle ou qui ne parlent pas les langues officielles. Donc à ce moment-là, c'est quand même moins grave si on est quand même capable d'expliquer qu'on a besoin d'un certificat de ceci ou cela à la mairie, on n'est pas complètement exclu. Donc il y a quand même un grand nombre de citoyens européens qui seraient exclus de la vie sociale, de la vie publique, beaucoup plus s'il n'y avait que l'anglais comme langue officielle, mais même si on avait uniquement l'anglais, le français et l'allemand, on voit qu'il y a quand même à peu près la moitié des habitants de l'Union européenne qui seraient en grande difficulté. Et puis pour en terminer, actuellement c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, et il y a eu un rapport intermédiaire qui vient d'être publié, donc au mois de septembre. Donc les chiffres sont arrêtés au mois d'août. Et donc ça donne en particulier le nombre de contributions, c'est-à-dire soit les gens qui ont émis des idées, soit qui ont commenté ces idées, soit qui ont organisé des événements, par exemple la vidéo réunion où nous sommes aujourd'hui. Et donc on voit que ça ne fait pas une très grande quantité. Donc les plus contributifs sont les Allemands. La France n'est pas très loin derrière, mais même avec 2150 contributions, c'est-à-dire le simple fait de cliquer sur commenter « Je suis tout à fait d'accord », ça fait une contribution. Donc une contribution pour 30 000 habitants, on ne peut pas dire que beaucoup de personnes en France aient contribué, bon, notamment parce que moi-même, j'en ai peut-être fait une centaine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y ont participé. Et puis, toujours dans ce rapport intermédiaire paru au mois de septembre, on peut voir que le nombre de contributions par million d'habitants est très variable selon les pays. Donc la France, c'est ici, donc on est dans une petite moyenne. Bon, beaucoup moins que les Maltais. Et là aussi, il est possible qu'il ait suffi de 2 Maltais qui aient répondu à des questions, qui aient commenté, etc., pour que ça aille à 163 contributions par million d'habitants. Voilà. Et donc, par contre, c'est quand même beaucoup plus que la Pologne, où en gros, de la Pologne, il n'y a vraiment pas grand monde qui est intervenu. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce qui est de l'introduction. Donc maintenant, comment faire pour faire progresser le multilingue, enfin, faire progresser l'inclusion et la mobilité dans une Europe multilingue. Ce qui était très particulier avec cette étude, ou plutôt avec l'appel à proposition qu'avait lancé la Commission européenne en juillet 2012, c'était que ça semblait inspiré par un véritable désir d'aller regarder un petit peu au-delà de ce qui se faisait d'habitude. Je m'explique. Il y avait effectivement dans cet appel mention explicite d'un vaste éventail de disciplines qui devaient être mises à contribution pour cette étude. Et ceci, c'était déjà en soi quelque chose de très intéressant, de très prometteur, parce que ça nous sort un petit peu des sentiers battus. Alors, je pense que c'est en partie lié au fait que la rédaction de cet appel a été en bonne partie influencée par notre collègue Wolfgang Mackiewicz du Centre de langue de la Freie Universität à Berlin, et Wolfgang qui avait suivi des recherches antérieures, y compris des recherches dans le 6e programme cadre auquel, par ailleurs, j'avais également été mêlé, avait pu constater qu'il y avait un petit peu un risque
tourner un petit peu en circuit fermé en faisant appel un petit peu toujours aux mêmes apports disciplinaires. Et il a très utilement voulu un petit peu casser cela en suggérant avec succès à la Direction générale recherche et innovation de formuler cet appel de manière à ce qu'il y ait un vaste éventail de disciplines qui soient mises en collaboration les unes avec les autres pour proposer un regard multiple. Parmi les autres caractéristiques de cet appel, il y avait le fait qu'il était formulé autour de ce qu'ils appelaient 8 domaines. Donc, ce qu'ils appelaient des domaines, c'était des champs de questionnement. Et ces champs de questionnement étaient incroyablement vastes, enfin, totalisaient quelque chose d'extrêmement vaste, beaucoup plus que tous les projets sur le multilinguisme pour lesquels il y avait eu des appels antérieurement. Très souvent, les projets sur le multilinguisme, ils vont avoir une orientation qui va être souvent centrée sur des aspects sociolinguistiques, souvent centrée sur des aspects éducatifs, éventuellement didactiques, tandis que là, ces aspects étaient présents aussi, mais ils étaient complétés par toutes sortes de choses et ça orientait, sans vraiment le dire, en direction d'une interrogation qu'on pourrait appeler systémique. Il s'agissait vraiment de voir le multilinguisme, la présence de différentes langues dans le concert européen comme un système qui parcourt, qui est transversal et qui interpelle aussi bien des dimensions sociologiques, sociolinguistiques que éducatives, que politiques, que dans certains cas juridiques, traductologiques, etc. Alors, ce qu'on a fait, nous, et c'est peut-être ceci qui nous a valu d'obtenir ce projet pour lequel il y avait, je crois, une vingtaine de projets en lice, et ça mettait, voyez, vous mettez, prenez 20 projets, prenez entre, mettons, 10, 15 équipes par projet, et puis avec ça, vous écrémez toute la sociolinguistique européenne. Hein. Et je pense qu'une des choses qui nous a valu d'obtenir ce projet, et puis d'être effectivement bien noté dans cette concurrence, c'est, je pense qu'on a pris ces différentes injonctions, ces différentes attentes, on les a pris vraiment au sérieux. On a vraiment construit un projet qui se voulait systémique, qui considérait que les langues en Europe, c'est un tout, et que c'est quelque chose qu'il faut voir en mettant dans un cadre cohérent, mutuellement relié, les différentes dimensions dont je parlais. Et à côté de ça, on a vraiment pris au sérieux également l'injonction d'interdisciplinarité, puisque nous avons eu des équipes d'une douzaine de disciplines qui étaient représentées dans le projet. Et de manière importante, aucune discipline n'avait de préséance. Ceci en contraste avec des projets concurrents, je l'ai su par la suite, mais j'en faisais de toute façon l'hypothèse. Ceci, contrairement à d'autres équipes pour lesquelles ils n'avaient pas compris que c'était un projet sur le multilinguisme ou le plurilinguisme, ils ont cru comprendre que c'était un projet de sociolinguistique comme d'habitude, et puis ils ont mis, comme on dit en allemand, quelques Feigenblätter, quelques feuilles de vigne, quelques cache-misères sous forme de une personne alibi de telle discipline, une autre personne alibi de telle autre discipline, et voilà, ils ont dit, nous avons un projet interdisciplinaire, ce qui évidemment n'était pas le cas. Je crois que le nôtre était interdisciplinaire depuis la racine, en visant en même temps à déboucher sur une vision systémique avec la possibilité de chercher à inférer des conséquences de politique linguistique sur des sujets, des thèmes, enfin un éventail de questions pratiques assez variées. Alors voilà, je pense qu'on peut dire sur les origines, la genèse de ce projet. Je ne sais pas si Marco veut rajouter un détail ou un autre à ce propos. Je ne vais peut-être pas aller plus loin maintenant, mais c'est juste pour camper un petit peu l'action. S'il y avait d'autres questions sur le projet, c'est très volontiers que moi-même ou Marco feront de notre mieux pour y répondre. Oui, je voulais juste, déjà, de toute façon, bonsoir à tous et à toutes. Je voulais juste ajouter un petit truc que François peut-être n'a pas pensé de souligner, c'est que dans le projet MIME, dans la totalité du projet MIME, si on prend la totalité des sous-projets qui ont été développés à l'intérieur de MIME, on peut vraiment observer une sorte
une sorte de structure, comme si c'était une pyramide, mais pas vraiment de hiérarchie. Mais il y a vraiment du contenu qui a contribué sur le plan très académique, très scientifique, et d'autres qui étaient des projets très appliqués. Donc, il y a vraiment c'était vraiment un projet d'une portée énorme et qui a vraiment contribué à plusieurs disciplines à partir de plusieurs perspectives. Et puis surtout, sur le plan méthodologique, le projet entier se base sur l'idée et démontre que le multilinguisme et la gestion du multilinguisme est une question complexe. Et ça, on a essayé de le prouver de manière très rigoureuse sur le plan méthodologique. Et finalement, c'est pas à moi de dire si on a réussi à le faire, mais je crois que de toute façon, on a contribué largement aussi sur ce plan. Je pense que François est aussi d'accord. Je vais peut-être rajouter effectivement, merci Marco de préciser ça. Effectivement, l'idée que le multilinguisme est complexe, ça je pense qu'on le sait tous. Ce qu'on a proposé, c'est au fond une manière d'essayer d'organiser cette complexité dans la perspective de la quête de réponse et de la proposition de réponse à travers la politique linguistique. Parce qu'on s'est dit, au fond, l'Europe est confrontée à pas des injonctions, mais elle a des objectifs autour du multilinguisme qui, tout en étant tous valables, défendables, pertinents, honorables, ne sont pas forcément aisément combinables. Dans certains cas, leur compatibilité est difficile. Donc, il s'agissait d'orienter les réponses en direction d'une mise en compatibilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois garantir une Europe fluide avec une communication qui soit aisée entre des citoyens qui ont des profils linguistiques très très différents. Comment est-ce qu'on peut en même temps éviter un rouleau compresseur linguistique, évidemment l'anglais. Du reste, à ce propos, il y a 2-3 choses amusantes à raconter dans nos rapports avec la Commission autour de nos usages linguistiques, mais je vais le faire dans un instant. Et comment est-ce qu'on peut donc en même temps garantir, définir des priorités, des interventions de politique linguistique qui permettent de garantir la préservation, la protection d'éléments de cette diversité. Et là, c'est au fond 2 choses qui tirent un petit peu dans des directions opposées, d'où l'idée mobilité d'une part, mais inclusion d'autre part. Et un point sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est que pour que inclusion il puisse y avoir, il s'agit absolument pas qu'il y ait une espèce de masse indifférenciée, mais il faut au contraire qu'il y ait des milieux qui soient extrêmement spécifiques. La diversité, par définition, suppose qu'il y ait des éléments différents les uns des autres. C'est quelque chose qui est très très clair dans les sciences de l'environnement, et c'est quelque chose qui, dans une certaine sociolinguistique contemporaine, qui est un petit peu fascinée par le mélange, tout est dans tout, etc., ils perdent un petit peu ça de vue pour une espèce de célébration d'une diversité creuse. Alors nous, on a au contraire dit non, nous voulons proposer des choses dans lesquelles la diversité soit véritablement vivante, respectée. Et comme je vous parle ici d'une région, on parle de gaélique d'Écosse, 80 000 locuteurs au maximum, et dans les îles où je suis, juste 52% le pratiquent régulièrement. C'est une langue très, très en danger. C'est un élément parmi d'autres de cette diversité. Puis en même temps, il fallait trouver des solutions, proposer des choses qui soient de nature à augmenter la mobilité, la possibilité pour les Européens de converser, de dialoguer directement. C'est ça qui nous a amené aussi à prévoir, à confier un des volets du projet, parce qu'il était divisé en 25 volets en fait, à une équipe qui a travaillé en particulier sur l'espéranto, parce que pour nous, ça faisait partie de l'éventail de choses que la Commission n'avait absolument pas demandé, mais il nous semblait pertinent d'inclure ça dans l'éventail des solutions de nature à favoriser la compatibilité entre les différents objectifs, pas toujours convergents, que se donne l'Union européenne. Je ne veux pas parler trop longtemps, donc je m'interromps, mais on est à disposition s'il y a d'autres questions, naturellement.
Vous aviez dit que vous parleriez de quelques anecdotes de la Commission Oui, européenne. oui, alors ça, effectivement, il y en a une qui est amusante. C'est-à-dire que, vous voyez, lors d'un précédent projet européen, dans le programme cadre numéro 6, j'avais été non pas coordinateur, mais vice-coordinateur d'un projet qui s'appelait DILAN, pour Dynamique des langues. Mais Dylan comme Bob Dylan, naturellement. On ne savait pas encore à ce moment-là qu'il aurait un prix Nobel. Mais bon. Et puis, pour Dylan, nous avions demandé et obtenu de la Commission la possibilité de rendre nos rapports en 3 langues différentes. Ça veut dire soit l'anglais, soit l'allemand, soit le français. Et j'ai demandé la même chose au moment où on négociait dans le cadre du programme 7, négociait le programme, le contrat en fait. C'est une négociation avec la Commission. Et là, il nous a dit non, il faut que ce soit en anglais. Alors, je me dis, mais bon, pourquoi? Oui, mais vous savez, les experts, ils lisent pas forcément d'autres choses. Donc, vous pouvez traduire dans l'autre langue si vous voulez, mais ça sert à rien, puis on vous paiera pas de traduction. J'ai dit, où est la base légale pour ça? Et on m'a dit, il n'y a pas de base légale. Pas de base légale, mais c'est comme ça quand même. Alors, j'ai dit, bah, écoutez, moi, je voulais pas mettre en danger tout le projet par un refus. Donc, j'ai dit d'accord, mais nous allons thématiser la chose et c'est effectivement quelque chose qui ressort de certaines entrées du Vademecum, notamment pour celles qui concernent l'intercompréhension, qui concernent les politiques linguistiques dans les institutions universitaires, etc. Et c'est aussi un point qui ressort du livre beaucoup plus épais, du livre d'environ 550 pages qui va sortir dans 3-4 mois, qui est issu du projet, qui est fait en fait en plus du projet, parce que le projet il est terminé, approuvé, bouclé et tout et tout. Donc il y avait, si vous voulez, cette admission par la Commission européenne qu'il demandait quelque chose pour lequel il n'avait pas de base légale. Alors à cette époque, dans le cadre d'activités plus tournées vers la francophonie, que Philippe Paquet, ici présent, connaît bien, puisque on a collaboré aussi dans des instances francophones. Dans ce cadre-là, j'étais à cette époque en rapport régulier avec Xavier Nort, qui était à l'époque le délégué général à la langue française et aux langues de France, dans le cadre d'autres de mes activités. Et je dis à Xavier, je lui raconte cette histoire, et puis il me dit, mais tu dois protester, tu dois dire non, pas question, etc. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, nous les humbles chercheurs, nous ne sommes pas de la chair à canon, c'est toi qui dois aller parler à ton ministre pour lui dire de rappeler un petit peu la commission à l'ordre. Et là, c'est une des choses qui pourrait éventuellement ressortir du projet, c'est aussi mettre les autorités des États membres, dont moi-même je ne suis pas ressortissant du reste, les mettre un petit peu en face de, bon, je pense qu'elles le savent déjà, mais de leurs responsabilités pour être un petit peu plus cohérentes. Les langues ont joué un rôle majeur dans mon travail de diplomate irlandais au fil des années. Par exemple, j'ai représenté l'Irlande au comité du Conseil de l'Europe qui a élaboré la Charte européenne des langues régionales et minoritaires de 1988 à 92. De plus, j'ai occupé des postes diplomatiques en Autriche, en Pologne, en Allemagne et à Bruxelles, et j'ai appris la langue. J'ai commencé un travail nouvellement créé au ministère irlandais des Affaires étrangères, juste il y a quelques semaines. Ça s'est augmenté la motivation des diplomates irlandais à apprendre et utiliser d'autres langues. L'omniprésence de l'anglais dans le monde diplomatique moderne rend cette tâche particulièrement difficile, car le niveau d'anglais des diplomates d'autres pays est normalement bien plus élevé que le niveau des autres langues atteintes par les diplomates irlandais. Néanmoins, j'ai commencé par envoyer 2 messages à tous les collègues diplomatiques irlandais. Le premier pour présenter mon poste nouvellement créé et le second pour présenter le Vademecum dont vous venez d'entendre parler par le rédacteur en chef, professeur François Grand, et par mon autre collègue. Je félicite François et tous ses collaborateurs pour le brillant travail dans ce domaine et Pierre Diomegar aussi pour avoir l'idée de traduire le Vademecum dans d'autres langues de l'Union européenne, le rendant ainsi accessible à un plus large public et pour avoir organisé cette discussion. J'ai été témoin à maintes reprises du grand avantage de pouvoir tenir des discussions dans ma langue maternelle
et d'un énorme inconvénient de la majorité des collègues diplomates qui sont obligés non seulement d'avancer un argument convaincant, mais de le faire dans une langue qu'ils ont appris. Le système actuel de communication internationale confère un énorme avantage non mérité et permanent aux anglophones natifs. Inversement, il confère un énorme désavantage, encore une fois immérité et permanent, aux 95% de l'humanité qui sont des locuteurs natifs d'autres langues. Même si, de langue maternelle anglaise, je profite personnellement de cette situation, il reste injuste et j'ai toujours lutté pour un système plus juste. Je suis convaincu que la politique linguistique ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite. Dans tant de réunions diplomatiques, un collègue préface ses propos en disant « Je n'ai qu'un point linguistique », comme si c'était manifestant, ça n'avait aucune importance. Pourtant, un changement linguistique mineur peut modifier tout le sens d'un document. Un exemple est la résolution 242 du Conseil de sécurité de l'ONU de 1967, juste après la guerre de 6 jours, qui appelle au retrait des forces armées israéliennes de territoires occupés dans le conflit, sans préciser l'étendue du retrait. La version anglaise de cette résolution, qui a été acceptée par les États-Unis et Israël, dit clairement « from territories occupied » et non « from the occupied territories ». La version française utilise l'expression « des territoires occupés », ce qui signifie qu'Israël est obligé de se retirer de tous les territoires concernés, y compris une partie de Jérusalem. Mais cette version n'a jamais été acceptée par les États-Unis ou par Israël. Les États-Unis, qui ont un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, n'auraient jamais accepté une résolution appelant au retrait israélien de tout ce qu'Israël appelle la Judée et la Samarie. L'absence d'articles définis dans le texte en anglais signifie que la portion de territoire dont Israël devrait se retirer doit faire l'objet de négociations entre Israël et les Palestiniens et que la résolution 242 ne crée aucune obligation pour Israël de se retirer de tous les territoires concernés. En effet, Israël prétend parfois s'être déjà conformé à la résolution 242 en se retirant du Sinaï et du Gaza. Ce n'est qu'un seul exemple d'une petite différence linguistique, la présence ou l'absence de l'article défini ayant d'énormes conséquences dans le monde réel. Pour terminer avec un exemple personnel où la maîtrise d'une langue a fait toute la différence. Au moment de l'accord de Vendredi Saint en Irlande du Nord en 1998, j'étais en poste depuis 4 ans à Varsovie et je parlais couramment le polonais. L'Université de Varsovie m'a invité à donner un séminaire de 2 heures à 50 jeunes étudiants en journalisme sur les origines et l'évolution de la situation en Irlande du Nord. J'ai proposé de le faire en polonais, mais on m'a dit que les étudiants préféraient l'anglais. Alors j'ai fait la présentation en anglais. Lorsque j'ai invité des questions et des commentaires, silence complet. J'ai ensuite résumé pendant 10 minutes en polonais ce que j'avais dit en anglais. L'événement a pris vie. S'ensuit une discussion animée d'1 heure et demie, de tout en polonais bien sûr, ce qui montre la différence que ça fait quand on parle de langue maternelle des personnes avec lesquelles on parle. Donc, merci de votre attention. D'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont présentes et je voudrais vous remercier. Donc, très rapidement, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas dans un monde diplomatique, dans un monde universitaire en termes d'activité. Je suis quelqu'un de retraité, je travaille dans des associations, dans 2 principalement, une association qui promeut l'espéranto et une seconde qui apporte de l'aide à des personnes qui ont subi de graves violences, en particulier des violences sexuelles. Cette association s'appelle le Mouvement du Nid et actuellement, l'activité majeure que nous avons dans le contexte local où j'agis, c'est de travailler avec des demandeurs d'asile.
Donc, je voudrais juste donner quelques exemples précis de situations où on bute sur la connaissance de la langue du pays d'accueil ou du pays et de la langue majoritaire, et des anecdotes qui montrent qu'on peut avoir quelques solutions. Alors, la toute première, c'est dans le cadre de l'activité avec l'association qui promeut l'espéranto. On a animé des activités sur des temps, ce qu'on appelle périscolaires, c'est-à-dire sur les temps qui entrent dans des heures après les heures d'enseignement classique et assurées par l'éducation nationale en France. Donc, je dirais des temps d'études, de garderie. Et dans ce cadre, on avait proposé à des mairies de faire une sensibilisation aux langues européennes qui étaient les langues voisines de la France. Donc, on proposait l'anglais, l'espagnol et l'italien. Non, pas l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien. Et on avait expliqué aux mairies qu'on ne proposerait pas de faire une initiation à l'anglais, compte tenu que tous les enfants, maintenant en France, en primaire, ont une initiation à l'anglais, un apprentissage de l'anglais au niveau de l'école primaire. Donc, c'est ce qu'on a fait pendant plusieurs mois. Et puis, au bout de 4 ou 5 mois, les enfants étaient très contents de ce qu'ils faisaient avec nous. On faisait des choses très simples, hein, bien sûr. Et les gens de la mairie nous ont demandé de mettre en place une initiation à l'anglais en même temps que notre initiation à l'espéranto. Alors, ce qu'on faisait, sur le plan pédagogique, on faisait les mêmes apprentissages dans les deux langues pour que les enfants, finalement, comprennent et fassent des liens entre le français, l'espéranto et la langue du pays voisin qu'on utilisait. On a donc dit qu'on n'était pas très intéressés, qu'on ne se sentait pas au niveau des enseignants d'anglais, que notre but était de faire une sensibilisation. Mais très clairement, la mairie nous a demandé de le faire parce qu'ils pensaient que les enfants étaient moins en difficulté dans l'apprentissage de la langue étrangère que nous faisions que dans l'apprentissage tel que c'était proposé par l'éducation nationale. Donc, nous nous sommes soumis. Nous avons fait comme vous, en soi. Nous avons souhaité ne pas avoir un refus pour continuer à travailler avec ces enfants. Et donc, on a fait cette initiation en anglais. Et très clairement, les enfants étaient très contents. Voilà. Bon, ça n'a pas duré très très longtemps parce que la réglementation française a changé, donc on a dû arrêter. Mais donc ça, c'était déjà quelque chose qui nous a un peu interpellés. Pourquoi une initiation qui était basée sur quelque chose de relativement ludique, où on faisait le parallèle entre 3 langues, finalement était plutôt plus appréciée des enfants qu'un apprentissage tel qu'il était proposé par l'éducation nationale. Ça, c'est mon premier exemple. Je vais en prendre 3 autres qui sont beaucoup plus liés au travail que je fais dans le cadre de l'aide aux personnes victimes de violences sexuelles, dont la prostitution, dans le cadre du mouvement d'unité. Donc, je vais prendre la situation des personnes qui sont en situation de demande d'asile. Donc, ce sont des personnes qui ont subi de graves violences, de graves violations de leurs droits dans leur propre pays, qui décident de quitter leur pays par des moyens qui sont très variés. Hein. Il y en a qui prennent l'avion, il y en a qui prennent le bateau, il y en a qui traversent le continent à pied. Donc, il y a des moyens très, très variés. Du coup, des durées de voyage qui sont très variées. Pour certaines personnes, ça dure 3 mois, le temps d'avoir un visa. Pour certaines, ça va prendre entre 10 et 12 ans. Donc, quand elles arrivent en France, ces personnes vont faire une demande d'asile quand elles sont bien orientées. Si elles ne sont pas bien orientées, elles vont traîner plusieurs mois, voire années, dans des systèmes complètement parallèles de la société. Mais quand elles sont bien orientées, elles vont faire une demande d'asile. Dans le cadre de cette demande d'asile, elles vont avoir, en général, une proposition d'un accueil, d'un hébergement et d'une petite somme d'argent allouée par mois pour être en attente de l'examen de leur demande d'asile et donc la décision de la France si, oui ou non, on leur donne la protection. Pendant ce temps d'attente, où elles sont ce qu'on appelle dans des centres d'accueil de demandeurs d'asile ou dans des hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, nous
pensons qu'il pourrait être intéressant pour ces personnes d'avoir un enseignement du français. Parce que ce sont des personnes qui demandent l'asile à la France et donc, a priori, des personnes qui souhaiteraient trouver leur avenir en France, qui rentrent tout à fait dans la problématique de l'inclusion telle que traitée dans le projet MINE. Et en fait, il n'y a pas d'enseignement. S'il y en a, c'est fait par des associations. Dans les 2 dernières années, avec le problème du coronavirus, il n'y a eu aucun enseignement de fait, compte tenu de l'âge des gens, des associations bénévoles, ou bien du fait des contraintes sanitaires au sein de ces structures d'accueil. Et donc, les personnes se retrouvent après entre 2 et 5 ans de démarche sans parler le français. Elles se présentent devant ce qu'on appelle l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, ou devant la Cour nationale du droit d'asile, si ces personnes ont eu un refus de cet organisme, l'OFPRA, et qu'elles ont fait un recours devant un tribunal, elles se retrouvent à ne même pas pouvoir vraiment même se présenter en parlant français. Donc pour moi, il y a vraiment un vrai problème de prise en compte. La démarche de ces gens qui demandent l'asile en France, ça dit quelque part ils souhaitent trouver leur place dans la société française. Mais quand pendant 2 à 5 ans, ils ont vécu complètement en marge, en utilisant leur langue à eux, des fois un espèce de charabia qui ressemble au français, eh bien il est compliqué d'apprendre la langue, de se sentir motivé pour l'apprendre, considérant qu'on a déjà su se débrouiller sans la parler correctement. Donc ça, c'était une première chose que je voulais dire. Le manque de prise en compte de la difficulté à la communication, à la prise en charge, aux démarches administratives des gens qui ne parlent pas la langue d'un pays et qui se trouvent finalement à la marge. La deuxième le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est le problème de la traduction. Donc, ces personnes, quand ils sont convoqués à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides ou à la Cour nationale du droit d'asile, la majorité de ces gens-là qui ne parlent pas bien le français ou qui ne parlent pas du tout, demandent à être interrogés, à être écoutés dans leur langue. Alors, il y a des langues où c'est relativement facile, j'allais dire. Les gens qui parlent anglais, on a à peu près. Les gens qui parlent malinqué, on arrive à peu près. Mais bon, il y a beaucoup de langues qui sont beaucoup plus compliquées et parce qu'on a peu d'interprètes. Et donc, ce sont des gens qui sont contraints de passer par des interprètes pour lesquels il n'y a pas beaucoup de sélection. Je vais prendre le cas, par exemple, d'une famille de gens du Bangladesh qui ont donc demandé à être interrogés dans leur langue. Quand ils se sont présentés à 9h le matin, il n'y avait pas de traducteur, le traducteur n'était pas disponible. On leur a demandé d'attendre, le traducteur est arrivé à 14h, donc ils avaient déjà attendu 5 heures, imaginez le stress, avec un traducteur qui n'avait aucune formation éthique, aucune formation en interprétariat. C'est-à-dire, l'interprète traduisait à peu près les questions avec un accent dans la langue du Bangladesh qui n'est pas tout à fait le leur, donc qu'il comprenait très mal, et qui s'est permis, au cours de l'entretien, de faire des remarques. Donc, vous vous doutez que si la personne était accompagnée par le mouvement du NIE, elle avait subi des violences sexuelles très graves, et cette personne-là avait été prostituée pendant 7 ans. Elle avait été prostituée de 12 à 19 ans. Eh bien, l'interprète s'est permis de faire des remarques sur les réponses que cette personne apportait, sur la véracité, le doute qu'il émettait sur la véracité des choses qu'elle disait. Je trouve personnellement que c'est assez grave que dans notre pays, mais dans tout pays, qu'une personne à qui on attribue un interprète n'a pas la chance d'avoir un interprète correctement formé. Formé d'abord sur la langue, c'est-à-dire être capable de parler assez doucement, de sans doute reformuler des choses avec des mots plus simples, etc. Et puis l'autre chose, surtout, appelé à avoir une posture éthique
minimale, et qui est de ne faire que la traduction et de ne pas porter ni de jugement ni de commentaire sur ce qui est dit. Donc ça, c'était un deuxième exemple de choses que je voulais dire pour montrer que vis-à-vis des migrants, parce que c'est un cas de migrants, on a un vrai problème de prise en compte du multilinguisme et du respect des droits humains et linguistiques de ces personnes-là. Et le troisième exemple dans ce cadre, c'est un exemple qui m'est arrivé il y a juste quelques semaines. Je reçois des personnes issues de l'Angola, donc elles parlent, je ne sais pas quelle langue ethnique, parce qu'elles m'ont dit qu'avec moi, elles proposaient de parler portugais. Donc, elles parlent pas français, elles parlent portugais, moi je ne parle pas portugais, c'est relativement compliqué, mais l'une d'entre elles a appris l'espagnol à l'école, moi j'ai appris l'espagnol à l'école, l'autre un petit peu d'espagnol, mais pas beaucoup, eh bien, sans interprète, entre le portugais qu'elle prononce doucement, on utilise un petit peu les traducteurs électroniques disponibles, eh bien, on a réussi à faire tout ce qu'on avait à faire comme travail de préparation de leur récit et de leur entretien pour cet organisme de l'OFPRA, en utilisant, elle, le portugais, moi, le français, un petit peu l'espagnol de manière intermédiaire quand c'était dans nos capacités, et en utilisant la traduction disponible sur les réseaux Internet. Et je voudrais dire que je pense que apprendre des langues pour une compréhension passive, donc je suis incapable de parler le portugais, mais je suis capable de comprendre, j'allais dire probablement entre 70 et 80% de la parole des personnes qui parlent portugais, et avec un peu d'aide à l'extérieur, un dictionnaire ou un traducteur électronique, eh bien on arrive à faire les choses. Et je pense qu'on a sans doute des solutions à trouver par le biais de cet apprentissage passif des langues. Je vous remercie, Julien. Oui, si je peux faire une petite remarque, effectivement, bon, je sais que François Grain a travaillé aussi sur cette intercompréhension où chacun parle sa langue et comprend la langue des autres. Ça marche bien entre les langues latines, mais ça ne marche pas aussi bien avec toutes les langues de l'Europe. Alors, je voudrais juste répondre, j'ai bien dit, c'était portugais, espagnol et français. Oui. Probablement, ce serait beaucoup plus difficile avec le suédois ou avec le hongrois. Oui. Mais si déjà chacun d'entre nous, on était capable de comprendre de manière passive toutes les langues qui sont des mêmes familles linguistiques que les nôtres, on aurait déjà fait de grands progrès. Si je peux me permettre de dire quelque chose par rapport aux remarques de Monsieur Le Giacomo, je veux dire que souvent, et c'est le cas aussi des études de François Grain, la notion d'intercompréhension n'est pas... Voilà, la notion d'intercompréhension dont on parlait tout à l'heure, c'est dans son sens plus ample, donc compréhension entre langues dans la même famille, mais souvent on en parle aussi dans un cas un peu plus restreint, donc intercompréhension entre des gens qui ont reçu une formation justement à comprendre des langues de la même famille. Donc oui, peut-être ça marche pas parfaitement bien entre langues germaniques comme il marche entre langues latines, mais ça peut marcher si on part de l'idée que il y a des gens qui ont suivi une formation qui leur permettent, justement à l'intercompréhension, qui leur permettent de comprendre les autres langues de la même famille. Je vais peut-être rajouter un détail pour compléter. Il y a au fond deux volets très différents dans l'intercompréhension. Il y a l'intercompréhension à l'oral et l'intercompréhension à l'écrit. Alors, ça remplit souvent, je pense, des missions différentes. Je pense que dans le contexte du multilinguisme européen, on a un potentiel considérable de l'intercompréhension à l'écrit. C'est-à-dire qu'on pourrait en particulier, et je pense que c'est une chose qu'on aborde dans un livre, je pense c'est celui auquel François Le Giacomo faisait allusion, un livre qui date de 2008, je crois,
sur l'intercompréhension. On a notamment tâché d'évaluer des scénarios dans lesquels des fonctionnaires européens pourraient, au lieu de passer par l'anglais, ou au lieu de se faire dire « Ah, vous réclamez une traduction dans votre langue, mais mon pauvre monsieur, ma pauvre madame, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop lent, c'est beaucoup tout ce que vous voulez », on pourrait imaginer que dans des versions de travail qui précèdent une version officielle, laquelle doit être traduite professionnellement, toutes sortes d'échanges de documents de travail puissent avoir lieu en exploitant l'intercompréhension, et comme le disait Marco, l'intercompréhension dans des langues proches de sa langue maternelle, en ayant bénéficié d'une formation rapide qui permet de dénouer certaines choses, de créer certains déclics. Ça permettrait de réhabiliter des pratiques beaucoup plus multilingues au sein dans le cadre de l'activité des fonctionnaires européens, sans se faire accuser d'introduire pour cela toutes sortes de lourdeurs et toutes sortes de coûts inutiles, et en permettant aussi, et c'est très important comme le disait Sean tout à l'heure, en permettant aussi aux gens sans complexe, sans autocensure, de travailler dans leur propre langue, dans laquelle on est souvent beaucoup plus précis et plus efficace. Donc, on était là aussi avec l'intercompréhension dans cette idée de retrouver trouver des techniques de compatibilisation entre différentes choses. Et je pense que l'intercompréhension, comme vous le dites, Madame Provost, c'est quelque chose qui est largement sous-exploité, qui devrait l'être davantage. Dans le cadre du projet MIME, j'aurais bien voulu avoir une équipe qui travaille sur l'intercompréhension à l'écrit. On n'a pas trouvé ça, on a trouvé une équipe qui était basée à Reims, l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, qui a travaillé sur l'intercompréhension à l'oral. Alors, à l'oral, il me semble que c'est au fond des mécanismes très, très différents qui sont mis en œuvre. J'ai presque envie de dire qu'il s'agit de deux intercompréhensions au fond très différentes, un petit peu comme le travail du traducteur qui est à l'écrit est très différent du travail de l'interprète qui est à l'oral. Je pense que là, au fond, on a deux formes d'intercompréhension pour lesquelles on peut développer et populariser, j'espère, des techniques, mais qui seraient orientées vers des utilisations différentes. Dernière chose, vous avez fait allusion, Madame Provost, à un interventionnisme de l'interprète qui est effectivement, alors en dehors des situations, qu'est-ce qu'on va dire, informales, amicales, ceci dans un contexte autre, notamment professionnel, est inadmissible. Et dans la faculté de traduction et d'interprétation à Genève, où Marco et moi-même travaillons, c'est vraiment une des choses absolument fondamentales dans la formation des interprètes, c'est qu'on leur dit, dans le cas, ils ont une formation éthique également, à l'éthique de l'interprétation, et là c'est absolument fondamental, c'est vous interprétez, vous ne donnez pas votre opinion. Un interprète, il n'est pas là pour donner son opinion, et surtout pas pour intervenir, arranger les choses dans un sens ou dans un autre, ou dans un tiers sens. Donc là aussi, effectivement, c'est un point très très important, mais c'est une complexité supplémentaire à laquelle il faut être attentif. Alors, je voudrais juste compléter et vous remercier, François Grain, de ce que vous venez de dire. Pour moi, c'est très, très évident. Ça montre la difficulté qu'a notre gouvernement à recruter des interprètes, à les former et à les avoir disponibles dans toutes les langues dont on a besoin. C'est ça la difficulté que ça révèle. C'est-à-dire, on prend les gens qui disent parler cette langue, on doit leur faire une petite formation rapide parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a pas les moyens ou qu'on ne veut pas se les donner. Et quand quelqu'un est absent, on prend, j'allais dire, presque la personne qui passe et qui est capable de faire. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça montre quelque part un irrespect vis-à-vis du problème des personnes qui ne parlent pas notre langue. Alors, si je peux me permettre, c'est possible que cela intervienne. Je peux imaginer un autre effet un petit peu plus mécanique. C'est que ce que j'ai un petit peu découvert moi-même avec surprise quand j'étais engagé dans mon poste dans cette fac de traduction et d'interprétation, je ne savais pas, mais j'ai découvert en regardant fonctionner les collègues de l'unité, du département d'interprétation, c'est qu'il existe une cassure assez nette entre
l'interprétation de conférences considérées comme nobles, prestigieuses, et puis qui paient quelques centaines d'euros la demi-journée. Donc ça, c'est le haut du panier. Et puis l'interprétation communautaire. L'interprétation communautaire, là, il commence à s'y mettre aussi parce que on se rend bien compte, et ça, c'est l'ancien directeur général responsable des SKIC à Bruxelles qui me l'avait dit une fois, tu sais, j'ai le nombre de jours interprètes qui est en diminution parce que les gens s'expriment en anglais, etc. Donc, le marché pour l'interprétation de conférences prestigieuses, bien payées, tout ça, effectivement très exigeante comme formation, c'est quelque chose qui est peut-être en contraction, en tout cas dans certains espaces. Alors, on commence à enfin considérer avec un petit peu plus de respect la formation à l'interprétation communautaire. Et puis avec ça, je pense qu'on va commencer à se dire aussi, en interprétation communautaire, tout comme en interprétation de conférence, il y a certains standards éthiques à respecter. J'ai l'impression que c'est un truc qui est en évolution avec cet arrière-plan, si vous voulez, plus vaste. Il faut voir, je pense aussi, cet aspect du marché, c'est-à-dire, bon, il y a certaines langues où un interprète aurait maximum 2 jours de travail par an. Hein, donc, est-ce que pour 2 jours de travail par an, il va consacrer le même temps à sa formation que pour un interprète qui travaille quasiment à temps plein? Alors, on pourrait demander à Mireille Grosjean de parler de ce dont elle voulait parler, donc le surf sur les langues, Crozado sur Lingvoy. Donc, est-ce que ça peut aider des gens en Europe? C'est une activité que j'ai fait avec mes élèves très régulièrement, que je considère comme un échauffement avant l'étude d'une langue ou d'une autre. C'est-à-dire que d'habitude, vous décidez d'entrer dans une langue, puis vous avez un programme sur cette langue. Dans le surf, vous allez horizontalement d'une langue à une autre. Et il y a certaines idées qui m'ont été soufflées par Claude Piron pour justement balader les élèves d'une langue à l'autre, histoire de décloisonner l'esprit et de les préparer. On peut faire ça à tout âge, on peut faire ça en primaire déjà, de manière à les décloisonner. Et quand ils ont vu un petit peu de français, allemand, anglais, espagnol, portugais, japonais, espéranto, plus les langues qui sont dans le groupe, dans la classe, à ce moment-là, ils entrent dans l'étude d'une langue en se disant « Ah, mais c'est pas si difficile que ça ». Donc, ça permet de mettre les apprenants dans une situation positive. Et ce programme se trouve, vous le trouvez en français, sur le site de ILEI, la Ligue des profs d'espéranto, mais il est également traduit, je me souviens qu'il est traduit en allemand, anglais et aussi italien, si je me souviens bien. On a plusieurs traductions de ces différents documents. Juste un exemple, par exemple, si vous regardez entre 10 et 20, comment on nomme les nombres et comment on utilise à un certain moment le mot 10. Alors, vous voyez en allemand qu'on a les mots 11, 12, puis après, il vient l'utilisation du mot 10. En français, ça vient à 17. On a des mots de 11 à 16. En anglais, vous avez les teens qui donnent les teenagers. Et en japonais, vous avez 10-1, 10-2, 10-3, jusqu'à 10-9, 2-10, 2-10-1, 2-10-2. Et c'est la même chose en espéranto. Donc, en jouant un petit peu avec tout ça, ce serait un contenu que Marcel pourrait présenter dans ce groupe d'enfants. Ça d'une part, permet de justement surfer sur les langues plutôt que d'entrer dans le canal de l'étude d'une langue, et ça permet de dédramatiser, de se délasser et de mettre en valeur les apports des langues des participants. Je finirai par vous dire, j'ai fait ça à Cotonou, au Bénin, et j'avais des jeunes femmes universitaires qui parlent fon. Et à la fin de cette présentation, qui n'est pas très longue, il y a une qui lève la main et qui dit, en fond, on compte jusqu'à 15, puis après, on a un palier, puis on a 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 avant d'arriver à 20. Et ça, c'est une découverte que j'ai pu faire en présentant ce sur les langues. C'est sommairement, quelles sont les quelques conclusions majeures de MIME? Et deuxième point, est-ce que cette recherche a reçu un écho auprès de l'Union européenne? Je vais peut-être
Alors, le mieux pour ce qui est des... Donc, le rapport MIME, je ne l'ai pas avec moi, mais vous pouvez donc le télécharger gratuitement. Par ailleurs, nous en avons encore quelques centaines d'exemplaires imprimés dont le coût a déjà été couvert et que pour ceux qui auraient des besoins de diffusion et l'occasion de diffuser ce livre, hein, on peut vous en faire parvenir des exemplaires. On l'a fait encore là. C'est Marco qui a fait ça il y a 2 semaines. Il a envoyé un paquet d'exemplaires pour les participants à une conférence qui se tenait en Allemagne, au nord de la Bavière, sur la question quelles conséquences post-Brexit pour les langues en Europe. Donc, donc tout ceci est tout à fait disponible. Alors, néanmoins, en quelques mots, et sans avoir ça sans avoir le livre MIME sous les yeux, ce que je pense ce qui pour moi était véritablement ce qui ressortait de manière très importante, c'est à quel point, puisqu'on était parti de cette idée, des objectifs tous valables, mais pas forcément convergents, donc une nécessité de trouver des techniques d'augmentation de la compatibilité entre mobilité et inclusion, entre langue commune d'une part, mais particularité d'autre part. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'au fond, on retombait, première chose, ça nous a semblé être un cas d'analyse dont l'hypothèse s'est confirmée que ce cas d'analyse était sans doute assez fécond parce qu'il a pu être adapté par des sociolinguistes, des juristes, des psychologues, des géographes, des juristes, etc., etc. Et c'est quelque chose qui ressort peut-être bien davantage dans le livre qui est encore maintenant, on est au stade des épreuves de cet ouvrage. Donc, première chose, je pense qu'on peut, de manière générale, aborder pas mal des défis linguistiques de l'Europe en déclinant sur une question spécifique, ce qui reste une opposition fondamentale qui parcourt le tout. Donc ça nous a confirmé qu'on a premièrement un instrument pour répondre à pas mal des questions auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles les États, les citoyens aussi, du reste, le sous-titre de l'appel de la Commission européenne, c'était le défi du multilinguisme pour le citoyen européen. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, qui pour moi était vraiment très importante, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais y revenir, c'est la réflexion assez fondamentale à laquelle ça nous a conduit sur qu'est-ce que c'est au fond que la diversité des langues et des cultures. Nous sommes actuellement confrontés, et c'est un point sur lequel beaucoup de personnes travaillent, dont ici, du reste, je vois que parmi les participants, il y a notre collègue Michele Gazzola, qui est professeur à l'université d'Ulster. Salut Michele, il n'y a pas ta photo dans ton image, mais on voit que tu es là. Donc, il y a beaucoup de personnes enfin, de plus en plus de monde, je pense, qui se rendent compte que dans une bonne partie du discours qu'on entend actuellement sur la diversité, il y a une forme de flou qui est un petit peu dommageable. Et on a pu, je crois, avec le projet MIME, s'approcher de ce problème de fond et en faisant un parallèle, notamment avec les sciences de l'environnement, rappeler que quand on parle de diversité dans le contexte européen, la diversité présuppose l'existence d'éléments distincts. La diversité, ce n'est pas une bouillabaisse. La diversité, c'est des éléments distincts et en particulier pour qu'il y ait inclusion, pour qu'une situation, une société puisse être inclusive, elle doit absolument maintenir en toute légitimité ses particularités linguistiques et culturelles, justement parce que c'est quand on a ce quelque chose, il faut quelque chose dans lequel on puisse inclure l'autre, dans lequel on puisse accueillir l'autre. Donc c'est pour ça que c'est très important, dans le cadre d'une vision politique de la diversité des langues, de dire
oui, nous allons avoir des moyens, il faut développer des moyens de se comprendre, de se parler. Alors, l'intercompréhension, l'espéranto, l'anglais, le recours à la traduction automatique. Moi, je suis un fan de DeepL qui m'aide beaucoup, par exemple. Utilisons tout cela. Et en utilisant tout cela, nous favorisons effectivement la possibilité de communiquer, mais c'est la possibilité de communiquer entre des éléments qui doivent revendiquer et préserver pleinement leur individualité. Et ce faisant, on est amené, puisqu'il y a certaines composantes de la diversité qui sont plus menacées que d'autres, on peut avoir, tout en étant pleinement dans ce discours d'ouverture à l'autre et de diversité, on peut avoir en même temps des politiques qui vont être restrictives. Certains diraient protectionnistes, j'aime pas le terme, mais je l'aime pas parce qu'il est souvent construit comme une insulte, alors que ce n'est pas une insulte si c'est pris intelligemment. Je conçois tout à fait que, vous voyez, dans certaines communes de l'Est de la Suisse, de langue romanche, une commune est décrétée romanche unilingue à partir du moment où 40%, pas 50, pas 60, 40% de la population déclare le romanche comme langue principale. Ça devient à ce moment-là une commune unilingue romanche au titre d'une protection des éléments les plus menacés de la diversité. Donc, on peut avoir dans cette vision-là une approche de la diversité qui met en évidence le fait que la diversité exige le respect de ses composantes précisément pour que l'on ait quelque chose dans lequel on peut accueillir l'autre. Ça, je pense que c'est pour moi, c'était, je pense, je pouvais en faire l'hypothèse, mais pour moi, c'était une des choses les plus fortes. Alors, à part ça, il y a aussi, et ça, c'est, je crois, décliné assez en détail dans le Vademecum. C'est résumé dans l'introduction du Vademecum, si je me souviens bien, en 17 points plus spécifiques. Je ne sais pas si c'est dans le Vademecum ou bien si c'est dans un des innombrables rapports appliqués, parce que c'est ce que réclamait aussi la Commission. On a dû pondre une quantité de ces rapports dont je pense qu'ils ne sont jamais lus, ou rarement. On a aussi résumé ça sous forme de 17 points essentiels, mais il me semble qu'ils sont aussi dans l'introduction du Vademecum que je n'ai pas sous les yeux. Peut-être que Marco pourra compléter ce point, parce que peut-être que lui, il a un exemplaire avec lui. Sinon, ce que je voulais encore dire concernant la diffusion du Vademecum, on a fait beaucoup d'efforts pour le diffuser. Je suis allé en personne avec un autre membre de l'équipe, on est allé à Bruxelles avec une voiture chargée jusque-là d'exemplaires de ce Vademecum, et grâce à un contact de la délégation croate, je crois, on a pu accéder au bâtiment du Parlement et puis mettre un exemplaire dans la boîte aux lettres de tout parlementaire faisant partie de tel ou tel intergroupe ou telle commission parlementaire liée aux langues, à la diversité, à l'éducation. Donc, on en a déjà distribué comme ça sur les 750 parlementaires européens, on en a déjà distribué environ 200. On a aussi insisté auprès de certains organes de la commission qui sont en principe chargés de diffusion. On a insisté sur la nécessité de parler des résultats du projet et on a pu placer un ou deux petits articles, mais qui ont eu relativement peu, à mon avis, peu d'écho. Et là, je constate qu'il y a un trou noir. C'est-à-dire que la DGRI finance des recherches, la nôtre, c'était 5 millions. Alors, par rapport à des recherches en sciences dures, sciences du vivant, c'est rien. En sciences sociales, c'est pas mal. Mais une fois qu'ils ont fait ça, après, il faut juste remplir certaines cases, rendre certains rapports. Mais après ça, en temps de diffusion, pardonnez-moi, ils ne foutent rien. Okay? Et ça, je trouve que c'est problématique, parce qu'il y a quand même vous voyez, toute cette recherche qui est payée par le contribuable européen, il n'y a pas que nous, hein, il y a d'autres projets dans d'autres domaines, qui sont apparemment, il n'y a aucun canal de communication avec les autres directions générales. Alors peut-être qu'il existe et que je n'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'il y a à ce niveau-là une déficience considérable. Et là, je lance un appel aux personnes ici présentes qui sont ressortissantes d'États membres et puis qui ont peut-être, par leur réseau personnel, des liens avec des fonctionnaires de haut niveau, ou bien qui sont dans la fonction diplomatique, etc. Charles en particulier est bien placé pour le faire. Là, je pense qu'il y a véritablement une politique spécifique de relais des résultats de la recherche qui est à mettre en place à partir de la DGRI vers les autres DG en fonction des thématiques naturellement.
François Grain, vous avez parlé de plusieurs anecdotes, si j'ai bien compris, par rapport à l'anglais, et j'ai l'impression que vous nous n'avez raconté qu'une seule, donc si on peut avoir les autres. Mais il y a peut-être une question plus intéressante que ça, d'un certain point de vue. C'est, vous aviez parlé aussi donc de une petite partie du programme MIME qui était en lien avec l'espéranto. Et est-ce qu'on pourrait savoir d'une part qui étaient un peu les personnes de ce groupe particulier, et puis un petit peu les résultats, et est-ce que ça peut apporter une conséquence quelconque, voilà. Merci. Alors, vous avez raison, je me suis peut-être trop avancé en parlant de diverses anecdotes, parce qu'au fond, c'est largement des variantes de la même. C'est-à-dire qu'il y avait des situations, par exemple, dans lesquelles on aurait pu exploiter, on avait eu un échange à l'intérieur d'un sous-groupe au sein de MIME, un échange qui avait eu lieu, si je me souviens bien, je ne sais plus si c'était en français ou en allemand, qu'au fond, on aurait pu directement inclure dans un de nos rapports, éventuellement sous forme d'une annexe à ce rapport, mais qui nous aurait épargné pas mal de travail. Et puis là aussi, on nous a dit, ah, mais écoutez, non, parce que les experts, etc., on n'a jamais su qui étaient du reste les experts auxquels notre travail était soumis. J'ai l'impression que dans certains cas, ça en est resté au niveau de l'intention du côté de la Commission. On a quand même eu une chance énorme de ce côté-là, c'est que nous avions, pour la plupart, l'essentiel de la durée du projet, affaire à une personne qui était compréhensive. C'était toujours la même, ce qui a permis un certain suivi. Donc, elle savait que pour nous, c'était un peu une pierre d'achoppement, cette question-là. Et puis, tandis que dans le projet précédent auquel j'ai fait allusion, on a eu en 5 ans, je pense, environ 3 officers différents, puisque ça s'appelle des officers, qui souvent avaient des opinions diamétralement opposées sur ce que les chercheurs devaient fournir. Non, qu'est-ce que c'est qu'une recherche intégrée? Qu'est-ce que c'est qu'un... Voilà. Enfin bon. Donc là, on a eu droit à une certaine stabilité, mais c'est au fond les anecdotes dont je vous parle, c'est au fond des variantes après la phase de négociation. C'était des moments où on aurait pu sans doute exploiter du matériel et il y avait aussi 2-3 autres cas autour de est-ce qu'on aurait pu avoir un petit peu de soutien, par exemple, en termes de diffusion, pour diffusion dans d'autres langues, puis là, on nous a dit que non, et tout et tout. Alors, pour moi, il y a ce problème fondamental. Il y en a 2 là qui s'intersectent. Il y a la question de la cohérence de l'Union européenne par rapport à ses propres objectifs. Et puis, il y a la question spécifique qui est très, très proche des problématiques que l'on rencontre dans la recherche, parce que l'excuse était toujours oui, mais vous comprenez les évaluateurs, etc. Les évaluateurs, apparemment, ne peuvent fonctionner qu'en anglais. Alors qu'on aurait très bien pu imaginer que voilà, si un rapport était en français, il y avait assez de monde qui était capable d'évaluer un rapport dans la francophonie, idem dans la germanophonie. Si on avait rendu nos rapports en maltais, je comprends que ça aurait peut-être été un peu plus difficile, qu'il y aurait eu peut-être un petit peu plus de risque de copinage. Mais sinon, non, c'est des excuses qui sont un petit peu toujours les mêmes, et c'est les mêmes que celles qui ressortent, qui montent à la surface quand il est question de langue dans le domaine universitaire. C'est pour ça que je pense que là, il y a une réflexion qu'il faut approfondir, mais qui est largement sur la lancée, dans le sillage des travaux qui sont fréquemment poursuivis dans le contexte francophone, notamment en France, sur les langues dans l'enseignement et la recherche. Alors ensuite, sur l'espéranto, l'équipe qui était la plus... Alors il y a plusieurs équipes dans lesquelles l'espéranto est utilisé, puis peut-être qu'il voudra intervenir là-dessus. Michele Gazzola, qui est là, travaillait avec le chef d'équipe, était Bent Arne Wikström, qui était à l'époque à l'université Humboldt à Berlin. Et Michele et Bent Arne sont des gens qui parlent de modélisation mathématique entre eux en espéranto. Ce n'était pas forcément au centre de leur recherche, mais c'était un contexte dans lequel une équipe l'employait. Simplement, l'équipe qui l'a le plus employée était celle qui était pilotée par notre collègue Sabine Fiedler à l'université de Leipzig. Et c'est cette équipe-là qui a produit dans les différents rapports internes pour la commission, dans 1 ou 2 entrées pour le Vademecum, dans le chapitre qu'ils fournissent pour le livre encore
au stade des épreuves, ont abordé la question de l'espéranto. Et peut-être que ce sont des personnes que vous connaissez, et je souhaite certainement Zabine est quelqu'un qui est très disponible pour répondre à des questions là-dessus. Je suis juste participant, hein. Je veux juste bonjour à tout le monde, salut on Chiwi. Dans ces projets MIME, effectivement, il y avait plusieurs personnes qui étaient d'espérantophones, y compris l'ancien président du UEA, Mark Fetters. Ah bah oui, Marc, bien sûr, oui, bien sûr. Qui travaillait, bon, lui, en étant basé au Canada, était relié à une équipe basée à Milan, en Italie. Et eux se sont occupés d'éducation. Hein. Donc, les résultats de ce projet vont être publiés bientôt dans un livre, dans un grand livre. Je crois que François peut dire mieux parce que il y avait justement des questions qui voulaient faire des conclusions majeures de ce projet. Bon, c'est un projet très vaste avec beaucoup d'équipes qui s'occupaient des aspects assez différents du multilinguisme. C'est pas évident de donner une réponse univoque. En tout cas, c'est vrai que il y avait une équipe qui dirigeait juste à Leipzig par Sabine Fiede et Kirill Broch, qui s'est penché sur la question espérantiste, notamment et sur la question de la médiation linguistique de lingua franca. C'est-à-dire, ils ont fait un travail, si je me souviens bien, parce que j'ai coopéré avec cette équipe dans la phase finale du projet pour quelques mois. Ils ont comparé les opinions et les expériences des étudiants en Erasmus, des étudiants internationaux à Leipzig, leur attitude vis-à-vis du plurilinguisme. Ils ont fait également, bon, il n'y a pas des universités espérantistes, mais ils ont fait un travail ethnographique d'interview, d'entretien plutôt avec des espérantistes dans Lucco. Donc, ils sont venus à observer ce que les gens parlant espéranto comme lingua franca, donc comme langue tierce, comment ils se positionnaient par rapport à la langue même et aux questions d'équité. Ils ont comparé ça avec les étudiants internationaux à Leipzig qui parlaient souvent anglais, mais des fois aussi en allemand. La plupart des gens sont des personnes qui ne sont pas ni germanophones ni anglophones en maternelle. Donc, ils utilisaient l'allemand ou l'anglais comme langue de communication. Et tout cela a été publié dans plusieurs publications, soit en anglais, soit en allemand. Je crois aussi en espéranto. Ceux qui sont intéressés pouvaient regarder les actes des colloques de la GIL. C'est la Gesellschaft für Interlinguistik, fondée par Detlef Blanke à l'époque. Malheureusement, Detlef n'est plus entre nous, mais Sabine, il a repris et continue la tradition de cette société savante de l'Allemagne, ex-Allemagne de l'Est, maintenant Allemagne, du monde germanophone qui s'occupe de l'interlinguistique, donc pas seulement de l'espéranto, mais de toutes les langues planifiées, y compris Ido, y compris Interlingua. Si ça vous intéresse, les actes de tous les colloques sont disponibles sur Internet. Voilà, je ne sais pas si peut-être il y a d'autres choses. Tu vois, les gens ici, je crois, sont très intéressés par les résultats, mais les projets interdisciplinaires produisent plusieurs résultats qui font du sens par rapport à certaines questions de fond. En tout cas, par moi, Bentarne, Mark Fettes aussi, Sabine, Kirill, il y a eu effectivement une présence importante dans plusieurs équipes de personnes pouvant parler l'espéranto. Et personne n'a eu rien à dire. C'est ça, peut-être la chose la plus importante. Voilà, j'ai terminé. Est-ce qu'on peut considérer que les études qui ont été lancées, comme celle de l'étude MIME, ont été lancées pour faire des études, enfin pour qu'il y ait des études de fait, mais que leurs résultats ne sont pas diffusés et ne donnent pas naissance à des décisions ou des changements dans le fonctionnement des institutions, et qu'en fait on peut considérer
ce genre d'études comme un alibi pour en fait conserver le statu quo sur le terrain et ne rien changer parce que le rapport de force, comme on l'a vu lorsque vous avez lancé votre étude et que le rapport de force n'était pas en votre faveur, donc vous avez dû céder sur les traductions, à chaque fois, on retrouve le rapport de force et le statu quo qui se maintient. Donc les études sur les langues, les enquêtes, Lang Survey, etc., ça ne produit que du papier qui prend la poussière sur une étagère, mais qui ne changera jamais rien. Alors, je vais peut-être juste dire deux, trois petites choses là-dessus, enfin trois peut-être. Je pense qu'il y a au sein des instances européennes, c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste, avec des acteurs très différents et des lieux, des lieux d'expression, si vous voulez, d'opinions passablement différentes. Hein. C'est clair que au sein de la DGRI, quelqu'un comme Wolfgang Matzkiewicz a pu faire passer toutes sortes de questions. Et puis, il a pu faire passer le message qu'il fallait qu'on consacre en tout cas 5 millions d'euros à aborder ces questions. Il y a un deuxième projet qui a été, mais beaucoup, beaucoup plus orienté psycholinguistique, qui était porté par un consortium oui, beaucoup plus tourné psycholinguistique et un petit peu didactique des langues, qui a aussi été financé dans ce cadre-là. Donc oui, il y a d'une part des voix qui peuvent faire porter cela. Donc, je pense que je pense pas qu'il y ait un monolithisme, si vous voulez, et puis qu'il y ait quelque part une volonté unique, dominante, monolithique de faire taire ou d'interdire certains questionnements. Je pense que, par ailleurs, précisément pour ouvrir la question aussi largement que possible, une des choses que nous avons abordées, c'est quelles seraient les adaptations nécessaires au traité européen pour que l'Union européenne, enfin la Commission, mais l'Union plutôt dans son ensemble, puisse se doter, avec des bases légales suffisantes, d'une politique beaucoup plus active en direction de la diversité des langues. Alors là, pour une deuxième anecdote, pour Christian Lavarenne, je peux en citer une autre ici, c'est que au moment où je me souviens avoir eu une discussion avec une personne très haut placée à la Commission, mais à la Direction générale EAC, hein, Éducation et Culture, enfin EAC c'est Education and Culture, le A c'est pour and, et quand je lui ai parlé de ça, elle a ironisé sur le fait qu'on osait soulever une question pareille. Alors je dis oui, on ose, nous, parce qu'on n'est pas des fonctionnaires, nous sommes là justement pour amener d'autres idées, et vous savez, le contenu de tout ceci est négocié en amont avec la direction générale. Donc oui, nous posons la question des adaptations nécessaires au traité pour avoir une politique plus proactive pour la diversité, même si ça vous choque. Enfin, quoi qu'il en soit, nous avons effectivement abordé certaines choses dans ce cadre-là, dans une optique juridique, et c'est un volet qui a été porté par un juriste. J'aurais aimé du reste qu'il aille un petit peu plus loin et qu'il soit un petit peu plus offensif là-dessus. Mais bon, voilà, c'est aussi dans la nature du collègue en question d'avoir été un peu plus retenu. Mais quoi qu'il en soit, nous avons une opinion juridique sur la question. Ce qui veut dire que derrière, on retombe toujours sur le même truc, on retombe sur la question de la volonté politique des États membres. Et comment est-ce que les États membres sont prêts, eux, à s'investir là-dedans? Alors, et là, je pense que c'est un travail de conviction à faire en parallèle auprès de plusieurs États. Il faut que ce soit aussi porté par les relativement grands, auprès desquels il faut faire passer l'idée que tout faire en anglais est probablement quelque chose qui est dangereux pour l'Europe. Et je pense que je ne vais pas trop aller dans cette direction, mais mon intuition, si vous voulez, c'est que une des illustrations de ce danger, on le trouve tout simplement dans le récent incident autour de l'annulation d'une commande de sous-marins par l'Australie. Je pense que derrière, il y a aussi une dimension à caractère linguistique et culturel, avec les risques que ça comporte. J'ai mentionné ici pour tout le monde cette situation qui est
aussi assez aberrante au Conseil des droits de l'homme à Genève, où j'ai travaillé plusieurs années au nom de UEA, où on mentionne des injustices et des discriminations qui sont mentionnées, entendues dans l'hémicycle de ce Conseil, protocolées, mais qui en restent là. Et c'est d'une certaine manière frustrant, mais c'est clair que l'ONU ne va pas se préoccuper de les éliminer ou d'entreprendre quoi que ce soit. Maintenant, il y a une question que je viens d'ajouter à propos des études PISA, que vous connaissez certainement sur l'efficacité des systèmes scolaires en Europe. J'ai entendu dire que la France aurait obtenu qu'il n'y ait aucun test sur l'acquisition des langues dans les tests PISA. Est-ce que quelqu'un peut m'éclaircir sur ce point? Je peux brièvement dire quelques mots, mais peut-être d'autres pourront compléter. Simplement, j'ai eu tout récemment l'occasion de boucler un petit rapport pour l'Office fédéral de la statistique en Suisse, qui a l'intention, en principe, d'étendre sa récolte de données sur des compétences linguistiques. Et puis de demander, entre autres, qu'est-ce qu'il se fait par ailleurs. Alors, la prochaine édition de PISA comportera pour la première fois des questions sur les compétences en langue seconde. Alors, le problème, c'est quand on regarde un peu plus près, ils disent oui, c'est la première fois qu'on le fait. Jusqu'à présent, c'était exclu. C'est la première fois qu'on le fait. Alors, ça va se faire sur quelle langue? Ça va se faire sur l'anglais seulement. Et il est écrit dans la présentation, vous pouvez trouver ça, c'est en ligne. Hein. Vous allez sur le site de l'OCDE, vous allez sur PISA, et il est écrit quelque part, je n'ai pas la citation en tête, que oui, l'extension du module langues étrangères ou compétences en langues étrangères est possible pour des éditions ultérieures de l'enquête PISA. Vous savez qu'il y a ce tournus entre maths, sciences et littératie en langue 1. Donc là, tout à coup, il va y avoir un thème langue 2, ça va être sur l'anglais, et puis ça permet de renvoyer aux calendes grecques, voire assyriennes, l'extension de ceci à des compétences dans d'autres langues. Et je pense que voilà, ça permet aussi d'éviter de tester les compétences en langue 2 dans les pays anglophones, qui, vous l'imaginez bien, en seraient terriblement gênés. Et donc, bon, pour terminer, je reprends ce qu'a dit François Grain tout à l'heure, que la diversité, c'est fondamental en Europe. Donc, et moi, je vois ça aussi, si on fait la comparaison avec les États-Unis, où il y a aussi une devise en anglais, en latin, donc e pluribus unum, donc pour les États-Unis d'Amérique, on essaye à partir de gens d'origine différente de faire un seul peuple, presque de gré ou de force, mais il faut que ça soit tout le monde pareil. Alors qu'en Europe, c'est in concordia varietate, donc unis dans la diversité. Donc la diversité fait partie, disons, soit de l'ADN, soit du logiciel, comme on voudra, européen. Donc c'est vraiment une situation particulière qu'il faut apprendre à gérer pour que l'Europe reste elle-même. Et donc trop souvent, quand on demande à nos gouvernants quelle politique linguistique voulez-vous faire pour ceci, pour cela, à quel sujet, les gens répondent non, on va laisser faire, les gens pourront faire comme ils veulent, il n'y a pas de politique bien définie. Et si on leur posait la même chose pour le travail, par exemple, pouvez-vous faire au code du travail aussi en de savoir le niveau du SMIC, le nombre d'heures par semaine, les congés payés ou pas. Et c'est la même chose pour le code civil, la propriété, etc. Et par contre, pour la politique linguistique, très souvent, il n'y a pas d'idée. Donc, la discussion de ce soir a montré qu'une politique linguistique, quelle qu'elle soit, devrait être utile. Bon. Et puis, comme disons, dans le programme de la conférence pour l'avenir de l'Europe, quand on organise quelque chose, il faut donner des pistes d'action. J'ai retenu qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui trouvent de l'importance à l'intercompréhension soit à l'écrit, soit à l'oral, selon les circonstances, et aussi au surf sur les langues, donc passer d'une langue à l'autre, qui permet disons, que chaque individu ait une vision un peu plus large plutôt qu'une seule langue qu'on essaye de lui faire apprendre. Donc, je propose de mettre ça comme piste d'action dans le petit rapport que je vais faire pour la
conférence sur l'avenir de l'Europe. Si vous avez d'autres idées, donc brèves, parce qu'il faut que ces rapports soient assez brefs, n'hésitez pas à nous les envoyer par courrier électronique. Voilà. Merci à tous. Donc, en particulier à François Grain, Marco Civico, à qui j'ai demandé d'intervenir il y a 8 jours peut-être. Donc, c'est compréhensible qu'ils aient eu du mal. Merci beaucoup.